Il est 20 h à Brazzaville au Congo, c'est la même heure à Libreville au Gabon. C'est l'heure de votre journal. « 30 septembre 2019, c'est jour de rentrée scolaire au Gabon. Les élèves ont repris le chemin des salles de classe après 3 mois de vacances bien méritées. Dans votre journal, la visite du ministre de l'Éducation nationale dans certains établissements pour toucher du doigt l'effectivité de cette rentrée. Le recensement biométrique des agents de l'État a démarré dans sa deuxième phase aujourd'hui bien sûr, par les institutions et les départements ministériels. Dans votre journal, le constat du début de l'opération qui a vu donc le Premier ministre, chef du gouvernement et son équipe montrer l'exemple. Enfin, inhumé ce jour en France, l'ancien président Jacques Chirac a reçu les hommages des chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Au Gabon, le Premier ministre, chef du gouvernement, était à l'ambassade de France pour la signature du livre des condoléances. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Gabon Première. Bienvenue dans votre 20 h. Nous sommes le lundi 30 septembre 2019 aujourd'hui et les élèves du pré-primaire, du primaire et du secondaire ont repris le chemin des salles de classe pour le compte de l'année 2019-2020. Un premier jour de rentrée consacré à la reconnaissance des salles de classe et à la prise de contact avec les enseignants. L'atmosphère qui a prévalu ce jour dans les différents établissements de la capitale gabonaise avec Irina Abang et Tanguy Tsaka. Fixée au 30 septembre par le ministère de tutelle, la rentrée des classes 2019-2020 a été timide dans la plupart des établissements scolaires publics de Libreville. L'heure étant encore aux inscriptions et réinscriptions des élèves du primaire et du secondaire. Les autres qui seront plus avancés que nous et vers la fin de l'année, ils vont commencer à nous bousculer. On est en retard sur le programme, vous devez venir les samedis de 8 h jusqu'à midi. Ils vont ajuster les programmes. On n'aura même pas le temps de tout finir le programme de la seconde. On n'a pas encore débuté. Nous sommes toujours à l'inscription et à la réinscription. On nous dit que les cours vont débuter la semaine prochaine. Pour le moment, nous sommes encore à l'étape de la réinscription. Dans les structures privées, par contre, le démarrage a été effectif. Personnel encadrant et élèves ont répondu présents dans les salles de classe. Vous l'avez remarqué, dans toutes nos salles de classe, la rentrée est effective. Les enseignants ont répondu présents, les élèves aussi. Nous respectons exactement les consignes du ministère de l'Éducation nationale. Tout porte à croire que cette rentrée scolaire se fera de manière progressive pour atteindre sa vitesse de croisière dans les jours et semaines à venir. En sa qualité de ministre de tutelle, Michel Mengamesson, le ministre gabonais de l'Éducation nationale, a saisi ce premier jour de classe pour sillonner plusieurs établissements situés dans la capitale gabonaise. L'idée était donc de constater de visu l'effectivité de cette reprise de cours. Une rentrée jugée timide dans l'ensemble. Larding Mamba et Bertin Osaga nous donnent plus de précisions. Fini les balades et les distractions, l'heure est désormais à l'instruction. Ce lundi 30 septembre 2019 marque la rentrée des classes au Gabon. De la maternelle au lycée, en passant par le primaire et le collège, apprenants et enseignants ont renoué avec le chemin de l'école. Si certains lycées ont connu une rentrée timide, d'autres par contre sont encore à la phase d'inscription. Lundi d'une rentrée normale, il y a eu une prise de contact avec les professeurs. Il y a certains qui se sont présentés, d'autres pas. Donc non, on n'a pas eu cours, c'était juste la prise de contact. Les profs qui se sont présentés et qui ont fait la liste de ce qu'il leur faut. On n'a pas encore terminé avec les inscriptions, avec toute la foule qu'il y a. Pour le moment, on termine d'abord avec l'inscription, peut-être d'ici la semaine prochaine. Le ministre de l'Éducation nationale, Michel Mengamesson, a sillonné plusieurs établissements de la capitale Libreville. Seul bémol, au cours de sa visite, les frais de l'APE, Association des parents d'élèves, exigés aux apprenants. Arrêtez ça, parce que l'association des parents d'élèves, c'est 10 000 francs. Les parents doivent payer là-dedans. L'association des parents d'élèves, c'est peut-être 2 000. On a décidé que vous payez 10 000 francs, les parents payent 1 000 francs. Et là-dedans, il y a l'association des parents d'élèves. Alors pour le moment,
demandé 5 000 francs. Pourquoi? C'est décidé par le texte. L'année scolaire 2019-2020, qui démarre ce jour, est censée prendre fin en juin 2020. Le ministre appelle l'ensemble des centrales syndicales à plus de cohésion et de compréhension pour que les résultats aux différents examens de fin d'année puissent être satisfaisants. Une rentrée scolaire 2019-2020 qui débute plutôt bien pour les pensionnaires de l'orphelinat Ayoda dans la commune d'Akanda. Nous sommes là dans la province de l'Estuaire. Ils viennent de recevoir des kits scolaires et des uniformes provenant d'une association œuvrant dans l'éducation des enfants démunis. Arnaud Babekoum et Marlise Mungue pour le reportage. L'association caritative Pensée à but non lucratif a pour mission, entre autres, de venir en aide aux enfants défavorisés. Pour manifester davantage cet élan de solidarité, elle a offert des kits scolaires complets aux enfants de l'orphelinat Ayoda afin que ces derniers démarrent en beauté l'année scolaire 2019-2020. Nous clôturons notre campagne de parrainage qu'on a intitulée Tous à l'école. C'est une campagne pour laquelle on s'est investi pour l'orphelinat Ayoda afin de scolariser tous les enfants. On a atteint notre objectif. Grâce aux nombreux noms entreprises et particuliers, on a pu inscrire et offrir des kits scolaires à tous les enfants ainsi que des tenues et uniformes. Un élan de cœur, voire de générosité, qui ne laisse pas indifférents les jeunes bénéficiaires visiblement satisfaits. Je voulais remercier les gens qui m'ont envoyé ce sac-là. Merci encore. J'ai toutes mes fournitures. J'ai tout pour moi. Voilà l'école. Agir en faveur de l'éducation, l'objectif pour Penser est de permettre aux plus démunis d'accéder à un avenir meilleur à travers une éducation de qualité. Après l'édition 2019, les pensées de l'association Pensée sont désormais tournées vers 2020. Décédé la semaine dernière à Paris, en France, Jacques Chirac, l'ancien président, a été inhumé ce jour. Le gouvernement gabonais a tenu à rendre un hommage à l'illustre disparu. Julien Kogebe-Kalé, le Premier ministre, s'est rendu au siège de l'ambassade de France au Gabon pour signer le livre de condoléances. Le récit de Betty Anzembe. Pendant qu'un hommage solennel a été rendu à Jacques Chirac en France, à travers plusieurs cérémonies, le gouvernement gabonais a tenu à présenter ses condoléances à la République française. Julien Kogebe-Kalé s'est rendu à l'ambassade de France dans notre pays où il a été reçu par l'ambassadeur Philippe Autier. Le Premier ministre a exprimé la compassion du peuple gabonais suite au deuil qui touche ce pays. Monsieur Jacques Chirac était une grande personnalité de la scène politique française, africaine et internationale de cette dernière décennie. Monsieur Jacques Chirac était respecté de tous pour son attachement aux valeurs des droits de l'homme. C'est ainsi que je salue la mémoire de ce grand homme d'État. Avec sa disparition, l'Afrique en général et le Gabon en particulier perd un grand ami et un artisan de paix. Au nom du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger et à mon nom personnel, j'adresse au peuple français et au gouvernement français, au personnel de l'ambassade, à la communauté française du Gabon, ainsi qu'à la famille illustre disparue, les condoléances du gouvernement. Décédé le 26 septembre dernier, cet hommage rendu à Jacques Chirac est l'occasion de relever la qualité des liens qui unissaient l'illustre disparu à notre pays, le Gabon. Nous restons sur le même sujet et nous recevons sur ce plateau Janice Ndongema. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'ancien président français Jacques Chirac a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Montparnasse en France. Il faut dire que c'est passé dans l'intimité familiale. Peut-être avec vous, les temps forts de ce qui aura constitué ces obsèques. Oui, en effet, on va retenir 3 grands temps forts. Hein. D'abord, ce matin, la France a vécu une journée de deuil national marquée par l'hommage républicain qui a été rendu par Emmanuel Macron à son successeur, à son illustre successeur Jacques Chirac dans la cour des Invalides, suivi après du service solennel à l'église Saint-Sulpice de Paris.
Paris, où près de 80 personnalités étrangères attendaient l'arrivée du corps, et parmi lesquels 69 chefs d'État. Et puis après ça, il y a eu donc l'enterrement, la mise en terre à 15 heures. Mais pendant ce temps, la France a observé, une minute de silence a été observée dans toutes les administrations et les écoles de France, et les drapeaux naturellement étaient en berne. Et puis à 15 heures, bon voilà, il y a l'inhumation dans la stricte intimité comme l'a voulu la famille. Il y avait à peine une centaine de personnes de la famille et des très proches. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement de l'hommage républicain. Alors Janice, comment les citoyens français et ceux d'ailleurs aussi perçoivent aujourd'hui la personnalité de cet illustre président français? Alors, ce qu'il faut retenir, on ne va pas inventer la roue. Je sais que tu as bien suivi, parce que nous avons suivi un élément, le débat ensemble, tous les témoignages aussi bien anonymes que personnels, des gens avec qui il a travaillé ou des gens qu'il a côtoyés, ont prêché sur un même registre et en insistant sur Chirac était très chaleureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué l'esprit des Français et même des citoyens d'ailleurs, parce qu'il savait briser sa stature verticale de grand chef d'État pour s'aligner sur l'horizontale et aller au contact des populations. Et il n'hésitait pas à s'adresser personnellement à ses concitoyens, vous voyez. Et par exemple, quand il allait à Corrèze, son bastion politique, il n'hésitait pas à aller au café du coin pour boire un bon coup de bière avec des gens avec qui il les tutoyait. Vous voyez, et ça, c'est marqué. Et vous avez vu hier, dimanche, qu'il y a eu près de 7000 citoyens, personnes, pas citoyens uniquement, personnes qui ont fait le défilé, une longue queue pour rendre un dernier hommage à Chirac. Voilà. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a près de 2000 encore qui se sont rassemblés devant l'église Saint-Sulpice pour attendre l'arrivée. Et ce sont les ovations qui l'ont accueilli. Vous avez entendu Bill Clinton qui a dit le matin que, bon, voilà, c'était quelqu'un de très chaleureux. Exact. Voilà. Et qu'il développait une diplomatie d'homme à homme qui était le primat sur les relations d'État qu'il pouvait avoir avec les chefs d'État. Et sur ce point-là, on peut dire que l'Afrique, il avait beaucoup de relations comme ça en Afrique avec les chefs d'État. Mais on a noté par ailleurs, si vous me permettez rapidement, une faible présence quand même des chefs d'État africains. Et il y a un de ces ministres qui expliquait que bon, c'est dû au fait certainement que la plupart avec qui il a cheminé sur la voie politique, lui étant en France, les autres étant ici, ne sont plus au pouvoir et certains étant partis dans l'au-delà qui le rejoint, à l'exemple de notre président Omar Bongo Ondimba, vous voyez. Donc ça pouvait s'expliquer. Et on a vu quand même Denis Sassou Nguesso qui était là, Fornia Simbe, Teodoro Biangema Bazo de la Guinée équatoriale et le président Djibouti. On a vu. Donc voilà un peu, c'était quelqu'un de très chaleureux. Voilà. Merci Janice, et certainement qu'on parlera encore d'actualité sur le plan international, mais cette fois avec Andy Tungui, tout au cours donc de cette édition d'information. Pour l'heure, débuté ce matin, la deuxième phase du recensement biométrique des agents a démarré donc par la primature aujourd'hui, où le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogbe-Bekale, a pris part à cette opération en guise d'exemple pour son équipe gouvernementale. Le récit de Joss Lorna Awangi. Fini la première phase du recensement des agents publics de l'État, qui consistait en la collecte des données. La deuxième, celle biométrique, qui se traduit par la présence physique, a bel et bien démarré conformément au calendrier fixé par le ministère de la fonction publique. Et le chef du gouvernement, d'abord agent public, s'est rendu sur les lieux du recensement en vue de remplir ce devoir. Plus qu'un devoir, en tant que premier responsable de l'administration gabonaise, donc j'ai tenu à montrer l'exemple et à donner le top de la deuxième phase de recensement. Parce qu'il y a eu une première phase où nous avons collecté les données. Maintenant, nous sommes à la deuxième phase où nous allons maintenant confronter ces données avec nos données biométriques. Et j'ai tenu à moi-même à être le premier de cordée à lancer cette opération. Et j'invite maintenant tous les membres du gouvernement également et toute l'administration à se mettre derrière moi. Je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières. C'est une opération de rationalisation de nos effectifs. Nous voulons savoir quels sont les fonctionnaires, ils travaillent où, à quel poste,
Il ne s'agit pas de chasse aux sorcières. Nous ne cherchons pas les faux diplômes ou les bons diplômes. Nous cherchons les fonctionnaires qui existent réellement. Ce recensement des agents vise la rationalisation des effectifs de la fonction publique. Il est donc important pour tout fonctionnaire de prendre part à cette opération qui va à terme permettre au Gabon de s'arrimer aux standards internationaux en la matière. Comme nous venons de le constater, le processus de recensement biométrique des agents de l'État est entré dans sa deuxième phase depuis ce matin. C'est donc une opération qui favorise la fiabilisation du fichier des ressources humaines et une employabilité des agents de l'État encore plus efficace. Les précisions avec Eric Nzengi Badinga et Pierre Claverella. Le biométrique des agents de l'État s'est déroulé dans sa deuxième phase ce matin sur les différents sites retenus. Ici, à la fonction publique, tout le monde s'attelle à la tâche. Il y a un agent qui est là, qui fait l'appel par ordre. Voilà. Et après, on vous appelle, vous allez vers l'agent enrôleur et vous suivez la procédure. C'est quoi la procédure exactement? On vous demande une pièce d'identité? J'ai présenté mon passeport au préalable, un dossier bien avant déjà dans mon administration d'origine. Nous avons démarré au sein de notre département par les opérations d'enrôlement biométrique. Donc tous les agents programmés pour ce démarrage se sont présentés au sein de notre site au niveau de l'amphi. Et les opérations, je peux dire jusqu'à présent, elles se déroulent bien. Nous devons recenser 40 agents par kit. Nous disposons de 2 kits, donc 80 agents devraient se faire enrôler pour la journée. À la maison Georges Raouri, ce sont les agents de l'Institut gabonais de l'image et du son qui ont répondu à l'appel. C'était pas trop laborieux? Non, pas du tout, non. Vous avez présenté quelle pièce d'identité? Mon passeport. Pas de soucis techniques? Bon, non, pas tellement. Ce recensement biométrique est censé assurer une meilleure gestion des agents de l'État. Cependant, certaines questions restent taboues et gênantes. Justement, madame, à l'issue de ce recensement biométrique, on devait avoir le profil de tout le monde. Seul le silence nous répond. La fonction publique garante des normes devrait veiller à la scrupuleuse application de celles-ci et non à la négation des principes et règles qui doivent s'appliquer à tous les fonctionnaires. La sécurité alimentaire et nutritionnelle, la question sera au centre d'une session de sensibilisation des députés à l'Assemblée nationale demain mardi 1er octobre 2019. Des assises qui devront aboutir à la mise en place d'une alliance parlementaire gabonaise basée sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Détail avec Jean-Rodrigue Bingoudou. Cabinet par le président de l'Assemblée nationale, Faustin Bokoubi, aux représentants résidents de la FAO et la séance de travail tenue avec les hommes de médias au siège de cette organisation onusienne à Libreville ont permis de préparer la tenue de la session de sensibilisation des parlementaires gabonais sur la sécurité alimentaire organisée conjointement par l'Assemblée nationale et le système des Nations Unies. Attendu donc à ces assises prévues ce 1er octobre 2019 au siège provisoire de l'Assemblée nationale, les honorables députés devraient se voir porter à leur connaissance des techniques d'investissement dans la nutrition, en même temps qu'ils devraient s'imprégner de la contribution des alliances parlementaires à travers le monde, tout comme du partenariat de la Commission de coopération et de développement de l'Alliance parlementaire de la francophonie APF et la FAO. Le principal centre d'intérêt de ces travaux sera la désignation des membres du bureau appelés à coordonner les activités de cette alliance qui devrait désormais avoir droit de cité au sein du Parlement gabonais. L'enjeu de cette sensibilisation sera donc d'amener tous les pays à inscrire la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans leurs lois fondamentales. À noter que le souhait des responsables du système des Nations Unies est que le Gabon en prenne la pleine mesure pour embarquer les autres pays africains qui ne sont pas encore dans l'alliance parlementaire, le Congo-Brazzaville et le Madagascar, étant pour l'heure les seuls pays en Afrique à l'avoir rallié. Vous le savez certainement, l'État gabonais, via le ministère de l'économie, des finances et des solidarités nationales, souhaite mobiliser par appel public à l'épargne la somme de 100 milliards de francs CFA pour, bien sûr, le marché de la zone CEMAC. C'est donc la raison de la tenue d'une conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui afin de notifier les véritables motivations. Linda Nyumba Mungengi et Tanguy Tsaka étaient de la partie pour le compte de la rédaction de Gabon Première.
Les particuliers, les banques, les assurances et autres entreprises de la zone CEMAC ou non sont les personnes physiques et morales appelées à souscrire à l'emprunt obligataire lancé récemment par l'État gabonais. Les fonds recherchés permettront au gouvernement de financer partiellement certains projets dans les secteurs de la route, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture rurale et bien d'autres. C'est 100 milliards que l'on cherche à lever, rémunérés à 6,25% net d'impôts sur une durée de 5 ans avec 1 an de différé en capital. C'est une opération qui a obtenu une double validation de 2 régulateurs, le régulateur de la commission bancaire et de l'autre côté, un visa de la commission de surveillance des marchés financiers. Autorisé par la loi de finances 2019, ce projet d'endettement s'inscrit dans le cadre de la relance de la croissance économique. Notre ambition est de produire des effets positifs sur le quotidien des populations à travers des actions qui répondent au triple sens de la priorité, de l'efficacité et du concret. Je ne saurais solliciter à nouveau votre soutien sans faire le point sur l'exécution de notre dernier emprunt effectué en 2017. En effet, les fonds levés d'un montant de 131 milliards de francs CFA ont permis d'apurer partiellement l'encours de moratoire intérieur et d'assainir le bilan de banques locales via un mécanisme de compensation, dégageant ainsi un solde d'un montant de 66 milliards de francs CFA pour le financement des dépenses du plan de relance économique inscrit dans le budget 2017. Il faut dire que cet emprunt obligataire est le 5e engagé par le Gabon. Les personnes éligibles ont jusqu'au 2 octobre prochain pour y souscrire. Libreville abrite depuis ce matin les travaux de la réunion extraordinaire du Conseil exécutif de l'OPPA, l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Consécutive donc à la réunion des experts tenue à Brazzaville le 22 août dernier, la rencontre de Libreville vient faire le point de l'activité. C'est le ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, Noël Mbumba, qui a donc présidé la cérémonie d'ouverture. Jean de Dieu Gomes, Jean-Pierre Moussouami, compte rendu. L'Organisation des producteurs de pétrole africains, en abrégé APO, a pour objectif de faciliter le transfert d'informations entre les pays membres, de renforcer la collaboration entre les différentes compagnies pétrolières et de maintenir une stabilité des prix. Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement constituera la phase finale de notre réforme et le véritable lancement de la nouvelle APO. Et la poursuite de nos réflexions sur ce sujet permettra sans nul doute de réussir avec éclat cette rencontre suprême dans l'histoire de notre organisation. Pour le ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, la réunion de ce jour constitue une étape très importante dans la préparation du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'APO. Le gouvernement de la République gabonaise est très heureux de recevoir dans sa capitale Libreville les membres du Conseil exécutif et les experts venus des pays membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains APO. Je voudrais rendre ici un vibrant hommage et dire un grand merci à l'ensemble des ministres et plénipotentiaires des pays membres de l'APO pour leur engagement pour le rayonnement de la nouvelle organisation. Je vous exhorte à travailler avec professionnalisme, objectivité, dans l'intérêt supérieur de notre organisation. 9 pays membres sur 18 prennent part aux travaux de la capitale gabonaise. L'APO compte parmi ses pionniers l'Algérie, le Gabon, la Libye et le Nigeria. La société d'exploitation du Transgabonais CETRAG se dote d'un nouvel outil de communication. L'idée ici est de faciliter l'accès à l'information aux différents usagers. C'est autour donc d'un déjeuner que les responsables de la structure ont présenté ce nouveau produit à la presse. Lariska Lor Mamengi et Victor Mundunga ont pris part au festin. Un site web et une application mobile afin d'avoir toutes les informations utiles sur les trains, les jours de voyage, les heures de départ, d'arrivée, les tarifs et même sur les différentes gares partant d'Ovando à Franceville. La nouvelle offre de communication présentée par le directeur général adjoint de CETRAG au cours d'un déjeuner de presse. Ce site web répond à une demande qui est celle du déficit d'information qui a été constatée en fait, à la fois par la CETRAG elle-même et par les pouvoirs publics qui ont toujours fait aussi le reproche à la CETRAG de ne pas suffisamment communiquer. Le site web de la CETRAG a des fonctionnalités qui vous permettent d'avoir des informations sur la partie, les aspects institutionnels de la CETRAG, mais également sur les aspects commerciaux de la CETRAG. L'achat de billets en ligne et la connexion Internet dans toutes les gares, une autre innovation en gestation. Il s'agira pour les usagers de pouvoir acheter leurs billets via leur tablette, leur smartphone,
sans pour autant se déplacer vers une gare, ce qui était souvent un peu le cas jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce projet-là est en cours de déploiement. Nous attendons la connexion Internet de l'ensemble de nos gares au site, au réseau Internet. Et donc cette opération sera possible dans les semaines, voire les mois qui suivent. Pour le directeur général adjoint de CETRAG, Christian Mani, cette nouvelle plateforme de communication devra permettre aussi à tous de visualiser les actions menées par l'entreprise dans son rôle de société citoyenne et même de suivre en temps réel les avancées des travaux de réhabilitation de la voie ferrée dont l'investissement est élevé à 207 milliards de francs CFA. Nous allons à l'étranger cette fois et nous retrouvons sur le plateau Andy Tungui. Bonsoir Andy. Bonsoir Yves. On commence par le Cameroun où le dialogue initié par le président Paul Biya a démarré aujourd'hui. Justement, les débats sont lancés à Yaoundé pour tenter de trouver les solutions aux causes de la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-est du Cameroun. Ce grand dialogue national est organisé à l'initiative du président Paul Biya. Les participants se sont retrouvés au palais des congrès de Yaoundé pour la cérémonie d'ouverture. On parle également du Sénégal, mais cette fois avec une grâce présidentielle qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Justement, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, gracié par le président Macky Sall, et ce lundi, c'est le sujet à la une de la presse sénégalaise. L'ancien maire de Dakar est sorti de prison hier dimanche, après les retrouvailles de vendredi entre le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade. Voilà, Yves, ce qui constitue en bref l'actualité de ce jour. Merci Andy, vous restez avec nous pour justement vivre ces quelques brèves sportives pour la fin de ce journal. Victorieux à l'aller à Libreville il y a 2 semaines sur le score de 2-1. L'AS Pélican s'est incliné 3-1 justement au cours du match retour au Nigeria contre Enugu Rangers en Coupe de la CAF. Et pourtant, il faut le dire là aussi, les joueurs de Pélican avaient réussi à contenir la pression des Nigérians jusqu'à la fin de la première période sur le score de parité 1 but partout. C'est en deuxième mi-temps, bien sûr, respectivement à la 51e minute, puis à la 79e minute, que l'AS Pélican va encaisser 2 buts pour s'incliner au final 3-1, synonyme donc de qualification pour les Nigériens. On parle cette fois de handball. Grâce à sa victoire sur le Sénégal lors du tournoi de qualification olympique dimanche dernier, 22-14, l'Angola a obtenu son ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Comme lors de la finale de la CAN 2018, les Angolais ont fait montre de toute leur puissance et leur expérience pour se défaire des Sénégalaises. Ainsi, l'Angola décroche une 7e qualification de suite aux Jeux olympiques. Une véritable prouesse pour les filles de Morten Soubak qui auront donc, il faut le dire, qui iront représenter l'Afrique au Japon. Voilà qui met donc un terme à ce journal sur Gabon Première. Nous étions très heureux de vous présenter toutes ces nouvelles. Nous vous retrouverons donc demain avec le même sourire et la même fraîcheur à partir de 20h. Andy Tungui et moi. Quant à nous, nous vous disons bonne suite de programmes sur Gabon Première.